Ça fait longtemps qu'on ne vous a pas proposé un hors-série. C'est vrai qu'en général, là, maintenant, quand on fait des hors-séries, c'est que ça s'y prête. Et aujourd'hui, ça s'y prête parce que l'un de nos chroniqueurs, à savoir Xavier, a fait une petite acquisition. Quand je dis petite, c'est quand même une grosse acquisition, on va dire. Il s'est fait plaisir. C'était d'avant le confinement, parce que maintenant, on parle comme ça d'avant et d'après ou de pendant. Ça datait d'avant le confinement. Tombait bien. Ouais. Ça tombait bien en même temps. En fait, c'était juste avant. Je l'ai commandé juste avant le confinement. On va peut-être dire de quoi il s'agit. Il s'agit d'une imprimante 3D. Tout à fait. Et donc, c'était l'occasion, effectivement, quand on a ces opportunités-là, d'en parler un tout petit peu de l'acquisition de l'un ou l'autre de nos chroniqueurs, de voir ce qu'il en a, enfin, sur un petit retour d'expérience en quelque sorte, ou un gros retour d'expérience. C'est souvent partagé avec un autre chroniqueur. On a avec nous Aurélien. Salut Aurélien, depuis la France, qui est de nouveau un petit peu pixelisé, mais c'est pas grave, ça va s'arranger dans les minutes qui viennent, je le sens, et qui va apporter peut-être aussi sa petite expertise ou ses questions pertinentes, questions auxquelles moi je ne penserais pas parce que je ne suis pas pertinent. Quoique. Voilà. Alors, de quoi s'agit-il, Xavier? Rentrons dans le vif du sujet, le modèle, voilà. Alors, donc j'ai décidé d'acheter une imprimante 3D qui s'appelle la Prusa i3 MK3S. Donc c'est le dernier modèle de cette imprimante qui a existé. Il y a une version plus connue qui était la MK2 et puis elle a été améliorée en MK3 et j'ai la version MK3S qui est la toute dernière en fait. On est dans quelle fourchette de budget? Je dis fourchette parce que souvent il y a des accessoires, des trucs en plus, des trucs en moins. Mais bref, ouais. On est sur quel segment? Parce qu'en imprimante 3D, il y a plein de possibilités différentes. On sait qu'il y a des entrées de gamme pas très chères aujourd'hui, qu'on trouve dans les 300-400 euros. Et puis ça peut monter à des prix, mais là on est dans du matériel professionnel. Ici on est où? Il y a plusieurs facteurs qui peuvent modifier le prix. Un des premiers facteurs, c'est la taille en fait de l'imprimante. Ici, l'imprimante est quand même déjà d'une certaine taille, donc on va pouvoir faire des pièces d'environ 25. J'ai plus le chiffre exact en tête, mais c'est entre 25 et 30 cm de côté d'impression en cubique. Donc c'est déjà une belle taille pour les objets. Il y a moyen de faire des impressions plus grandes si on combine plusieurs pièces entre elles après. Oui, bien sûr. Mais et alors cette imprimante-ci a déjà quelques options avec un petit écran LCD, des choses comme ça. Je vais y revenir. Et donc elle est vendue soit tout assemblée. Et donc l'imprimante, si elle est vendue assemblée, elle est testée chez Prusa, elle est calibrée puisque il faut calibrer différents éléments, les différents axes pour que l'impression, qui est vraiment comme c'est une impression qui se fait vraiment au dixième de millimètre près, on a vraiment besoin d'une calibration importante. Il faut que quand l'imprimante soit assemblée, tout soit nickel pour l'impression. Et donc elle est vendue à 999 € quand elle est assemblée, calibrée, prête à l'usage. Okay. Et moi, j'ai choisi de l'acheter en kit. Donc, vous recevez un beau petit paquet en carton avec tout un beau package qui est vendu à ce moment-là à 769 € TTC. Donc, hors TVA, ça correspond à 635 €. C'est déjà un certain budget. C'est pas l'imprimante la moins chère, mais on va y revenir. Elle est réputée pour être une des meilleures, si pas la meilleure du marché. Mais c'est pas la seule raison qui a fait que j'ai choisi cette imprimante-là. En gros, ce qui m'a fait vraiment choisir cette imprimante, c'est que juste pour clarifier les choses, je suis tout à fait nouveau dans le monde de l'impression. Je n'avais jamais imprimé avant. J'ai mes collègues dans ma société qui ont 2 imprimantes déjà, qui faisaient déjà un peu d'impression, mais c'était pas du tout moi qui m'en occupais. Donc je savais à quoi m'attendre, mais je me suis documenté un petit peu avant et en ayant parcouru différents forums, différentes reviews, je suis parti sur cette imprimante-ci. Pourquoi? Parce que la première raison, c'est qu'elle est open source. Ça veut dire que tous les plans, toutes les pièces sont disponibles chez différents fournisseurs et on peut imprimer la majorité des composants de l'imprimante soi-même. En fait, l'idée de Prusa, qui est la société derrière ça, c'est qu'ils ont commencé à imprimer avec des petites imprimantes qu'ils ont assemblées eux-mêmes et puis ils se sont servis des imprimantes qu'ils ont fabriquées pour imprimer d'autres imprimantes.
Donc, ils impriment la quasi-totalité des composants de l'imprimante, à l'exception des éléments métalliques et électroniques, ou l'écran LCD, par exemple. Sinon, tout le reste, toutes les pièces qui assemblent l'imprimante sont imprimables, en fait. Imprimables. Et donc, si vous les cassez, vous pouvez les imprimer vous-même, ce qui, à terme, revient beaucoup moins cher. Donc, ça, c'est la raison principale de je te coupe 2 secondes, parce qu'il est au taquet, hein, Xavier, aujourd'hui. Je voulais quand même préciser 2 choses. Ce qui est quand même important aussi, c'est quand on achète ce type d'appareil, surtout quand on est novice, c'est la communauté qui va avec. Hein, donc tu parlais de forums, etc. Et puis, le fait d'avoir des connaissances aussi. Ici, tu as des collègues qui ont déjà touché au truc. Donc toujours des solutions de repli pour aller se tourner vers quelqu'un, soit quelqu'un de proche, soit quelqu'un de moins proche, pour avoir des informations, etc. C'est important, quoi. Pas partir tout nu. Tu vois, avec un truc que personne ne connaît ou qui n'est pas usité de manière générale, c'est important de le savoir aussi, quoi. Il y a une communauté qui est très active, effectivement. Il y a une multitude de tests et de reviews, donc de présentation de l'imprimante. Donc ici, dans ce hors-série, mon objectif n'est pas de vous citer les moindres détails techniques de l'imprimante, c'est plutôt de vous donner un feedback sur mon impression, mon utilisation en tant que premier utilisateur et nouvel utilisateur d'une imprimante. Mais donc, clairement, la communauté est très réactive, le support aussi. Il y a de nombreux tutos et si vous avez une question, le support est vraiment, de la part de la communauté, mais aussi de la société, très réactif. Donc en français un gros ou tout en anglais ou en français Les deux. Il y a dans plusieurs langues. C'est vraiment, c'est une des imprimantes la plus commercialisée. Donc, c'est vraiment impeccable à ce niveau-là. Donc pas perdu si jamais il y a un petit truc qui coince, parce que comme tu vas l'expliquer, tu l'as monté toi-même, donc toute la phase de calibration que tu t'estimais, à juste titre, importante quand c'est fait d'usine, c'est à soi-même de le faire. Il ne s'agirait pas de faire n'importe quoi, j'imagine. Et un des gros avantages, c'est que donc la première chose, c'est que c'est vraiment agréable, cette étape. On a l'impression de se retrouver devant un jeu de Lego pour grands. Donc ça, c'est sympa. Et puis, le fait de l'avoir assemblé moi-même, j'ai un copain qui a acheté la même, en fait, peu de temps après, parce qu'il avait entendu que j'étais très satisfait. Il a eu un souci lors des premières impressions. Et l'ayant assemblé moi-même, j'ai pu directement l'aider sur où regarder, quoi. Donc c'est vraiment c'est un gros plus, je trouve, malgré la différence de prix qui peut en rebuter certains. Donc il y en a certains qui vont l'acheter eux-mêmes et qui se disent bon, pour 200 € de plus, finalement, je vais la prendre toute faite et j'aurai pas de souci. Mais je pense que c'est réellement un avantage de l'assembler soi-même pour mieux comprendre comment ça fonctionne, pour comprendre toute la mécanique qu'il y a derrière, etc. On pourrait imaginer que quelqu'un, parce que c'est vrai que, on va pas se mentir, c'est un truc de geek, l'imprimante 3D, hein, c'est pas monsieur, madame, tout le monde qui va s'installer une imprimante 3D. Ceci étant dit, pour des raisons à partir du moment où on en a monté une et qu'on sait comment ça fonctionne, on pourrait dire que dans l'urgence, comme on l'a connu il y a pas tellement longtemps, ça vaut peut-être le coup de la commander toute faite, toute construite, pour gagner ce temps-là. Ça a pris combien de temps pour la construire? Alors, ça m'a pris... en prenant bien mon temps, donc j'ai vraiment pris le temps de bien tout lire. C'était la première fois que j'assemblais et même que j'utilisais une imprimante. Enfin, j'avais jamais travaillé sur une imprimante 3D moi-même avant. Et donc en prenant bien le temps, j'ai mis, on va dire, 8 heures, quelque chose comme ça quand même pour l'assembler. Donc ça prend quand même un certain temps. Il faut pas se lancer quand vous la recevez, s'il est déjà 8 heures du soir, commencez pas à ce moment-là, parce que vous êtes parti pour un moment, même si tout est divisé en étapes très claires. Donc ça, je vais y revenir après. Et donc encore juste sur le choix, pourquoi cette imprimante, le support, on l'a dit, la communauté, le fait que ce soit open source, mais elle est aussi très évolutive. Donc on l'a vu, hein, il y a des modèles qui évoluent, mais par exemple les anciens modèles, ils font en sorte qu'on puisse les améliorer pour qu'ils correspondent aux nouveaux modèles. Donc c'est vraiment un des gros points aussi de l'imprimante. Et alors il y a des logiciels le logiciel est fourni avec pour l'impression et il est fait pour l'imprimante, et donc rien qu'à ce niveau-là, en termes de réglage, etc., c'est d'une simplicité impeccable. Donc voilà, moi j'ai choisi cette imprimante pour j'en aurai une utilisation aussi peut-être professionnelle pour certains points, donc le prix était justifié d'après moi.
À ce stade, Aurélien, peut-être as-tu une réflexion, une question à poser à Xavier? On n'est pas au bout de l'idée, hein, donc il va encore nous donner des informations, mais pour ce qui est du choix et de la raison du choix, etc., peut-être? Oui, je vais recadrer un peu l'utilisation que moi j'ai de ce type de matériel. En fait, moi je conçois des produits où généralement il y a des parties mécaniques. Donc, il m'arrive de temps en temps d'utiliser les services de sociétés qui sont spécialisées dans les imprimantes 3D. Alors, c'est pas du tout la même chose, hein. On a les imprimantes 3D de Monsieur et Madame Tout le Monde, cartésiennes, comme vous connaissez, avec un filament. Et puis, il y a d'autres types d'imprimantes 3D qui sont beaucoup plus chères, qui nécessitent des moyens beaucoup plus importants, avec de la poudre qu'il faut pas inhaler. Enfin, voilà, c'est. Ouais. Voilà, mais en tous les cas, faut le savoir, hein, il y a des technos aujourd'hui sur le marché qui permettent de produire des pièces en 3D à des coûts qui sont vraiment très faibles, avec des résistances et des qualités mécaniques qui sont très 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 intéressantes. Oui, parce que je pense notamment, moi j'utilise souvent le HP Multijet Fusion, hein, c'est des grosses machines, mais vous avez aujourd'hui donc c'est une poudre et vous avez un liant un liant qui est dans une cartouche comme une cartouche d'encre, et vous venez lier des particules de poudre. Et ça, c'est vraiment une technologie qui permet d'imprimer beaucoup de pièces en assez peu de temps à un tarif très 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 intéressant. Mais si c'est assez lent, hein, c'est clair que l'impression ici est lente. Et dans différents types de matériaux, on imagine, avec différents types de résistance mécanique. Alors, oui. Alors justement, aujourd'hui, on trouve des imprimantes à même moins que ce que vous disiez, 150 €. J'ai vu, je pense à la AlphaWise Ender de Creality, des choses comme ça, qui sont vraiment l'entrée de gamme. Ce qui m'intéressait, Prusa, donc c'est une marque qui est un peu plus réputée, un peu plus connue, où on a quelque chose qui est plus plug and play. D'un point de vue matériaux, qu'est-ce qu'on peut y mettre dans cette imprimante? Est-ce qu'on est obligé d'acheter? C'est une des forces de l'imprimante, c'est qu'on va pouvoir quand même utiliser plusieurs matériaux différents. Donc, moi-même, j'ai déjà testé le PLA et l'ABS, qui ont... alors, le PLA est assez simple à imprimer. Il est plus tolérant au niveau des températures. Précisez ce que c'est. PLA, c'est l'acronyme de... tu me poses une colle. C'est un plastique, c'est un nylon, c'est un polymère. C'est des plastiques, quoi. Hein. En gros, ça ressemble à des plastiques. Mais à l'œil nu, tu vas pas voir la différence. D'accord, quasiment. Donc, il y a le PLA, il y a l'ABS, il y a le PET, PETG que tu vas pouvoir utiliser. D'accord. Il y a vraiment plusieurs. L'imprimante est réputée pour pouvoir utiliser beaucoup de matériaux différents qui sont d'ailleurs commercialisés aussi par Prusa. Donc, par exemple, les plus courants, c'est PLA, ABS et PETG. Dans ce que j'ai entendu pour les makers, le PLA donc, est plus tolérant au niveau des températures. Il est plus facile à imprimer. L'ABS est plus solide. Mais il a le défaut d'être plus sensible au froid. Donc, s'il y a un courant d'air ou ce genre de choses, quand tu as une grosse impression, ça peut avoir un impact. Donc, c'est pour ça qu'on recommande parfois de mettre de les mettre dans un cabinet, enfin dans une boîte. Et il est toxique, donc il faut bien aérer la pièce. Alors, à côté de ça, tu as le PETG qui en fait apparemment est plus récent, un peu plus coûteux, mais il regroupe les avantages des deux, du PLA et de l'ABS, c'est-à-dire qu'il a la résistance de l'ABS, mais avec la simplicité d'impression du PLA. D'accord. Mais disons que la majorité des gens impriment en PLA pour commencer, quoi. Oui. On a vu ça, on voit ça régulièrement, comme tu parlais d'émanations toxiques, alors ça c'est évité évidemment de toute manière, hein. Mais si jamais il y a une obligation pour une raison X ou Y, il existe des espèces de hautes aspirantes, hein, qu'on place au-dessus. Tu parlais de cabinet, enfin de boîte, ça se fabrique, il ne faut pas commencer à acheter non, et d'ailleurs, je vais y revenir, mais il y a moyen de fabriquer ça, il y a des solutions relativement simples à mettre en œuvre. Ça fait du bruit, je fais juste une parenthèse par rapport au bruit que ça peut faire, parce que comme on imprime longtemps, des fois on lance une impression milieu d'après-midi et on ne s'attend pas à ce qu'elle traîne encore pendant la nuit. Il faudrait quand même pouvoir dormir. Clairement, moi j'imprime pas de nuit parce que ça fait du bruit.
l'imprimante que j'ai, alors je peux difficilement comparer, j'ai juste vu celle de mes collègues, mais donc elle est réputée pour faire très peu de bruit. Par rapport à d'autres modèles. Les bruits principaux qu'on va entendre, en fait, c'est lié aux vibrations. Et il y a des solutions pour ça. J'en ai d'ailleurs imprimé, je vais y revenir plus tard, mais avant ça, on peut parler justement de l'installation, de l'assemblage, etc. Mais, dis-nous tout. Donc, juste encore sur l'achat de l'imprimante, je dois dire, les délais de livraison qui sont annoncés sur le site en général et ils sont très bien respectés. Alors ici, on est dans une période un petit peu spéciale avec le Covid-19 où Prusa a été pris d'assaut par les makers. Ils ont eux-mêmes contribué en imprimant des milliers de visières et donc les délais ont été rallongés, mais ils annoncent les retards éventuels et ils respectent ça, donc c'est très, très bien à ce niveau-là. Alors quand on parle de l'installation, donc on reçoit d'abord une grosse caisse en carton, tout est emballé soigneusement dans du carton, protégé par des plexis, de la frigolite, éventuellement dans des petits sachets. Et tous ces sachets sont séparés avec une indication claire de ce que la boîte contient, mais aussi avec une référence à l'étape dans laquelle on se trouve par rapport à l'installation. Donc vous allez recevoir en fait un manuel. Donc il y a un beau petit manuel qui fait déjà une certaine taille. Un manuel avec en papier. Regarde un manuel en papier. À quoi ça Voilà, avec toutes les instructions. Alors moi j'ai commencé, ce manuel il est en anglais. Moi j'ai commencé l'installation à ce niveau-là et je me suis rendu compte en fait en cours de chemin qu'il y avait un site de Prusa sur lequel il y a un guide d'installation en français. On mettra le lien et on pourra montrer parce que c'est détaillé. Je n'ai jamais vu un guide d'installation aussi clair que ceci. C'est 100 fois plus simple même qu'un manuel Ikea. C'est incroyable. Je ne sais pas comment ils ont fait. Dans ma tête, j'étais en train de compter combien de temps avant qu'on cite Ikea quand on parle d'instructions de montage en général. Ah oui, c'est devenu une référence. Je vais vous montrer juste une chose. Donc on va le voir. Oui. Sauf si tu ne mets pas comme ça on le voit. Donc en fait, le manuel qui est là, on voit qu'il y a des flèches de couleurs. Donc il y a des étapes en haut, vous voyez Step 2. Donc c'est l'étape dans laquelle on se trouve dans l'installation. Et chaque étape correspond à un code couleur. Donc on identifie les pièces et les étapes avec le code couleur, etc. Donc si vous suivez à la lettre les instructions, étape par étape, et que vous n'avez pas, comme on a parfois tendance, l'envie de passer une étape parce que, ok, ça j'ai compris comment il faut faire. Si vous suivez à la lettre tout ce qu'il faut faire, vous ne savez pas vous tromper. C'est vraiment... On ne peut plus clair, quoi. Ça, c'est vraiment un des gros points à leur laisser. C'est vraiment fait super bien. Juste un truc comme ça, un peu long à monter, tu as dit à peu près 8 heures. Est-ce que parce que ça peut arriver dans une instruction de montage, quand elles sont pas super bien faites ou bien faites, mais pas assez bien faites, j'ai envie de dire, quand on s'interrompt pour aller faire dodo, pour aller manger, machin, et qu'on revient après dedans, on sait plus très bien où on en est, par où on commence, où ça reprend, qu'est-ce que j'ai fait avant, etc. Là, pas. Manifestement, on est pris par la main. Tu as des étapes, alors ils te disent bien, ne faites pas les imbéciles, suivez les étapes un à un, et en fait, à chaque étape, tu as un petit bonus, c'est qu'ils te mettent un paquet de bonbons, je ne citerai pas la marque, mais des petits nounours, et c'est bien foutu parce que tu as la récompense quand tu finis une étape, on te dit voilà, tu as droit à autant de bonbons, et en fait, le paquet est divisé en un nombre bien précis de bonbons, et chaque étape correspond à un nombre de bonbons. Donc, en fait, selon la durée et la complexité de l'étape, tu as droit à X bonbons. Alors, mes enfants qui m'ont un petit peu suivi pendant l'installation étaient impatients chaque fois que j'arrive à une fin d'étape parce que c'est eux qui recevaient la récompense en partie, quoi. D'accord, ok. Donc, tu n'as pas pris de poids en montant la machine, quoi. Donc, ça, c'est vraiment un des points très forts de ceci, c'est que tout est bien fait. Les paquets sont identifiés très clairement. Tu as des pièces de rechange
Donc, si tu as une ou deux vis que tu perds pendant l'assemblage, parce qu'il y a quand même des éléments qui sont quand même tout petits, c'est pas impossible d'en perdre. Ben, tu reçois des pièces en échange. Les pièces qui sont imprimées sont numérotées, parfois même gravées, enfin pas gravées, mais imprimées avec une référence sur la pièce qui t'indique la version, parce que le manuel évolue et donc il y a parfois des pièces qui évoluent aussi. Donc tu as une version très claire qui identifie tout ça. Donc on ne peut plus clair, mais j'invite ceux qui achètent l'imprimante à passer directement sur le site, parce que sur le site on peut zoomer dans les images, on peut avoir parfois des remarques, des commentaires d'autres utilisateurs qui sont parfois utiles. Donc voilà, allez sur le site directement, vous ennuyez pas avec le livre, c'est plus détaillé encore sur le site et c'est vraiment très clair. Est-ce qu'il y a des pièces d'usure à remplacer régulièrement, que l'on peut soit acheter, soit, comme tu le disais là tantôt, réimprimer soi-même en cours de vie du bestiau? Alors, il y a des pièces qui peuvent effectivement s'user. Je pense par exemple à des roulements qui pourraient s'user, mais il faut surtout les maintenir en fait. Donc, il t'indique clairement qu'il y a une maintenance à faire. Il faut un peu graisser certaines pièces. Avec tout ça est fourni. L'équipement pour l'installation est fourni aussi. Donc au début, moi j'avais été chercher une pince, un petit tournevis et tout ça, et je me suis rendu compte que tout ça est fourni. Et à chaque étape, on te dit, dans cette étape-ci, tu vas avoir besoin de ça, ça, ça et ça. Tu as aussi ce qu'ils appellent une cheat sheet. Donc c'est une feuille où tu as toutes les vis et tous les écrous qui sont repris, et chaque référence est reproduite à l'échelle. Donc tu poses ta vis sur la feuille et tu sais, ok, je me trompe pas, c'est bien la bonne taille, parce qu'il y a parfois des vis qui font 18 mm, d'autres qui font 20 mm. À l'œil nu, c'est pas évident, mais là tu la poses sur ta feuille et tu sais que tu peux pas te tromper, quoi. Donc ça, c'est vraiment très bien fait. Et alors la première étape, bon, c'est l'introduction, hein, donc ils montrent les outils, ils expliquent les étiquettes, comment ça va se passer, ils te disent que tu as des pièces de rechange, ils te disent que si malgré tout ça t'étais perdu, ils sont disponibles via un chat online qui est disponible effectivement. Et puis tu commences par l'installation. Donc là, tu vas assembler d'abord l'axe Y, donc c'est le châssis, le plateau. Puis tu passes à l'axe X. Hein, donc on sait, hein, l'imprimante, elle va se déplacer selon un axe X, Y, Z. Ensuite, tu as l'axe Z. On va ensuite assembler l'extrudeur. Donc, c'est la partie qui va imprimer vraiment avec les ventilateurs. Tu vas assembler le plateau chauffant, l'alimentation. Et puis, quand tu as assemblé tout ça, il y a une petite sonde encore à assembler. Et enfin, la dernière étape, c'est l'imprimante qui va lancer une série de tests elle-même. Donc, elle va toute seule faire toute une série de tests. Elle va vérifier si tout fonctionne bien, si les ventilateurs tournent bien comme il faut, si la température chauffe, puisqu'il y a des capteurs qui mesurent la température. Elle va faire tous des tests et elle va faire une calibration. Et enfin, tu as une dernière calibration où on te montre dans une vidéo comment faire pour que la buse d'impression soit vraiment placée idéalement, puisque ça se joue vraiment, comme je l'ai dit, au dixième de millimètre. Hein. On n'a pas besoin d'instrument de mesure pour ça, on n'a pas besoin d'un pied à coulisse. Non, tu n'as pas besoin d'instrument de mesure. D'accord. Et alors, ce qui est apparemment difficile sur certaines imprimantes, c'est qu'un plateau d'impression n'est pas toujours tout à fait plat. Donc, quand on dit tout à fait plat, c'est vraiment que sur une surface qui fait 30 cm², ben, tu as parfois un dixième de millimètre plus haut à un endroit. Ici, l'imprimante, à chaque début d'impression, elle va faire un test à 9 points différents pour vérifier si le plateau est complètement plat et compenser éventuellement si ce n'était pas le cas. Donc, c'est très très bien fait, c'est très simple. Quelqu'un qui n'a jamais joué avec ça mais qui n'a pas peur d'assembler un meuble Ikea, honnêtement, n'ayez pas peur et lancez-vous si ça vous intéresse, quoi. Bon, c'est plutôt rassurant de se dire qu'on est accompagné, surtout si on est bricoleur et aventurier ou qu'on aime bien savoir comment les choses fonctionnent. C'est plutôt pas mal de savoir qu'on va pas être tout à fait perdu. On l'a dit, il y a la communauté, il y a le mode d'emploi, il y a tout ça qui rentre en ligne de compte. Il y a Xavier qui peut vous aider aussi. Tu es devenu spécialiste de ce modèle d'imprimante. On mettra le mail dans la description. Et le numéro de téléphone aussi. C'est pas vraiment l'occasion. Pour vous dire, hein, la partie la plus complexe, la partie qui m'a vraiment le plus ennuyé, sur laquelle j'ai perdu le plus de temps dans l'assemblage, en fait, c'est ce qui paraît le plus simple, c'est de mettre les câbles dans une gaine
Donc il y a une gaine qui se rétracte d'elle-même. J'ai chipoté avec cette gaine pour mettre bien les câbles parce que c'est une gaine qui s'enroule un peu comme un ressort. C'est ça, oui. Et c'est ce qui m'a fait perdre le plus de temps. C'est un peu comme quand on monte un ordinateur. Hein. Tu sais bien que ce qui est compliqué, c'est pas tellement le montage des différents éléments, c'est les câbles. C'est comment les ranger correctement pour que ce soit propre, même etc. les câbles, on te dit exactement, mettez ce câble de telle façon. Tu sais, il y a des câbles que tu dois faire passer en dessous de l'imprimante et plier à certains endroits. Tout ça est détaillé, mais il y a zéro place pour l'improvisation. C'est vraiment impeccable. Donc une fois qu'on a fait tout ça, l'imprimante a fait tous ses petits tests, sa calibration d'elle-même, etc. Donc tu l'as installé dans un endroit tempéré, on va dire, sur ton bureau, voilà, tranquillou. Elle bougera pas, parce que c'est pas le but non plus de la trimballer n'importe où. Hein. C'est pas vraiment transportable. Enfin, c'est transportable, mais c'est pas vraiment mobile. C'est déplaçable, on va dire. C'est ça. Donc tu peux la déplacer. Ils te disent d'ailleurs comment la transporter pour pas perturber et tout déformer et devoir tout revérifier après le déplacement. Mais donc tu peux la déplacer sans trop de problèmes. Mais disons que tu vas pas l'amener chez ton voisin pour une heure et pour lui montrer c'est clair. Donc tout est installé, l'heure est arrivée, ça y est, on va pouvoir imprimer un premier truc. Alors là, ça c'est la question que je vais poser. Quel est le premier truc que tu as imprimé, Xavier? Alors donc quand tu as fini, il y a juste, il te donne 2-3 conseils. Donc il te montre une vidéo pour les premiers pour les nouveaux utilisateurs, et il te montre une série une vidéo avec les pannes les plus fréquentes. Et je ne l'ai pas regardé la première fois et j'aurais dû. D'accord, ok. Donc, la première chose que j'ai testée à l'impression, donc il faut savoir que tu as une petite carte SD dans laquelle tu vas pouvoir placer tes instructions d'impression, mais cette carte SD contient déjà quelques modèles que Prusa recommande pour vérifier l'impression, etc. Moi, je suis parti sur autre chose, et en fait, la première impression que j'ai faite, je voulais un truc pas trop grand, qui serait quand même utile ou marrant pour mes enfants, et donc j'ai imprimé ceci. Donc c'est un Stormtrooper. Alors c'est quoi? C'est un Stormtrooper, mais qui sert en fait à vider complètement vos tubes de dentifrice. Donc en gros, on met le tube de dentifrice dans la fente qui est là, ça permet de pousser le dentifrice jusqu'au bout. Donc j'ai trouvé ça. Et alors je sais pas si on voit bien le niveau de détail. Oui, c'est assez précis. C'est quand même assez propre. Et je ne l'ai pas fait dans la meilleure des qualités. Donc ici, je l'ai imprimé en 0.20 mm, donc ce sont des couches de 0,02 mm, avec une vitesse tout à fait correcte. Donc le niveau d'impression est très correct, mais il y a moyen de faire beaucoup plus propre encore que ceci. Et la première erreur, donc j'ai imprimé ceci au tout début, mais la première impression s'est pas bien passée parce qu'en fait ce qu'on appelle le Z-index, donc c'est la hauteur de la buse d'impression, n'était pas suffisamment aplatie. Suffisamment basse, donc c'est-à-dire que mon filament avait l'air de s'imprimer correctement, mais il ne collait pas assez au plateau. Donc ça, c'est une première chose, c'est que mes impressions se décollaient. Finalement, vous avez un spaghetti comme ça qui est en l'air. Donc ça c'est une des premières erreurs. Vérifier, donc il faut ajuster dès la première impression, il faut ajuster ce Z-index parce que par défaut, vous auriez vraiment beaucoup de chance s'il était au bon niveau. Bon endroit, donc malgré que ce soit calibré, etc., il faut ajuster ce Z-index pour que on va dire le boudin qui est imprimé soit légèrement aplati. Et donc qu'il colle un peu mieux. Et alors l'autre chose que je ne savais pas dès le départ, c'est que quand on veut imprimer quelque chose, on doit spécifier la matière dans laquelle on va imprimer, puisque l'ABS par exemple ou le PLA ne s'imprime pas à des températures différentes. Et le plateau sur lequel ça s'imprime est un plateau chauffant dans ce cas-ci. Alors toutes les imprimantes n'ont pas ça, mais dans ce cas-ci c'est un plateau chauffant, ce qui améliore l'adhérence et qui doit aussi chauffer à un certain niveau. Donc ça, voilà, c'est le premier objet que j'ai imprimé.
Et puis, Covid, étant donné qu'on est à la crise avec le Covid, on avait parlé dans un épisode précédent de ce que tous les makers faisaient, etc. Tu sais, des respirateurs, des visières, etc. Et je me suis dit, en fait, j'ai vu ma femme travailler dans une école avec des infirmiers, j'ai vu très vite le nombre le personnel qui était complètement démuni par rapport au matériel pour se protéger. Et donc, j'ai très vite commencé à imprimer des visières. Oui. Donc tu vois, c'est celle qu'on voit partout et que voilà, c'est des visières de protection qui en gros, j'aime pas le mot protection parce qu'on n'est pas des médecins, on peut pas dire que ça protège, mais en gros ça évite les postillons et ce genre de détails. On avait parlé de la chaîne YouTube de Heliox entre autres qui en faisait état et qui expliquait qu'il en a fait beaucoup. J'en ai déjà imprimé une bonne quantité. Là tu vois, je veux dire depuis que je l'ai, j'ai dû en imprimer plus de 100. J'entendais un de mes voisins qui en a fait plus de 300, je pense, en quelques semaines. C'est voilà. 100 et 200 visières. Les plans, le fichier 3D qui va générer cette impression, là, en l'occurrence, j'imagine qu'il est largement partagé dans la communauté des makers. Tout à fait. Mais il y a des sites spécialisés pour tout. Donc, Prusa, en fait, a à sa disposition un site avec une communauté pour des fichiers qui sont faits d'une part par la communauté, mais aussi où les fichiers... Donc de ce que moi je connais, tu as deux types de fichiers. Tu as les fichiers STL, qui sont des modèles que tu vas pouvoir mettre dans ton slicer, qui est le logiciel qui permet de gérer l'impression, où tu vas mettre tous les paramètres de vitesse, d'épaisseur, etc. Et tu as le fichier G-code, qui est le fichier que ton imprimante comprend. Donc l'STL, une fois que tu l'as adapté à la vitesse, aux matériaux, etc., à la couche, au niveau de tous les paramètres que tu as définis, ça s'enregistre dans un fichier G-code. Et ce fichier G-code, tu vas le mettre sur ta petite carte SD de ton imprimante. Et c'est ce que ton imprimante... ça contient toutes les instructions, toutes les coordonnées pour l'impression. Et donc ton imprimante va s'adapter à ce fichier G-code. D'accord, ok. Peut-être du côté d'Aurélien, qui n'a plus rien dit depuis un moment, mais qui écoute avec attention, peut-être une question qui se pose ou une expérience personnelle à remonter, je ne sais pas. Non, c'est très clair, mais non. Du coup, je reviens sur les matériaux. C'est compatible avec tous les matériaux du marché. Alors, je pense pas que ce soit compatible avec tous les matériaux du marché, mais je vais vite ouvrir le site de Prusa pour te lister les matériaux, en tout cas, avec lesquels celle-ci est compatible. Ce que je voulais dire, c'est les matériaux Prusa ou les matériaux d'autres... Ah non, ça n'a pas d'importance. Ça n'a pas d'importance. En fait, ce qui est important, c'est les matériaux physiquement que tu vas pouvoir utiliser. Et alors, en fonction de ta buse d'impression, c'est le diamètre du filament. Donc ça, c'est ce qui est essentiel à surveiller. Il n'y a pas de matériaux. Je vois du PLA, du PETG, de l'ASA, ASA, je ne connaissais pas. Donc, ce qu'on veut dire, Xavier, c'est qu'il n'y a pas de matériaux propriétaires, il ne faut pas acheter les matériaux de la marque, il existe foison de fabricants. Tu n'es pas obligé. Maintenant, j'ai regardé, j'ai un petit peu comparé avec la qualité. Très honnêtement, Prusa commercialise des matériaux à un prix tout à fait correct et je regrette de ne pas en avoir commandé plus dès le départ parce que les prix sont vraiment très corrects. D'accord. Donc voilà, c'est autant le savoir, mais si jamais, parce qu'il y a aussi une question de couleur à un moment donné. Alors il y a une multitude de couleurs, il y a les matériaux, mais il y a aussi des matériaux, par exemple, avec des éléments brillants dedans, un niveau de transparence. Et alors, ce que je ne savais pas, on vend des matériaux qui contiennent également de la matière. Donc, par exemple, il y a des matériaux avec du bois dedans, donc avec une haute teneur en bois. Et donc, le rendu final, on a l'impression que c'est du bois. D'accord. À peu de choses près, alors que c'est du plastique, mais qui contient vraiment beaucoup de fibres, de bois. Ouais.
Donc marrant, c'est des choses, voilà, il y a moyen d'aller assez loin. Et puis on peut améliorer le rendu. Par exemple, dans le cas de l'ABS, l'ABS, quand c'est imprimé, je vais montrer autre chose que j'ai imprimé pour ma femme en ABS. Donc c'est ceci, une petite déco. Je vais y revenir, la pièce est mobile et ça c'est aussi un exploit qu'on peut faire avec l'impression 3D. Mais donc vous voyez que c'est assez propre hein, comme, Oui, tout à fait, impression. Là, c'est pas traité, mais par exemple, on peut faire ce qu'on appelle un bain d'acétone et donc mettre ça sous une cloche avec de l'acétone, des vapeurs d'acétone qui vont faire légèrement fondre la toute première couche d'ABS et qui va le rendre beaucoup plus lisse et plus brillant. Il ne faut pas le faire trop longtemps parce que sinon on va supprimer des détails de l'impression, mais donc voilà, c'est aussi un exemple. Et donc ce que je voulais dire, c'est que grâce à cette technologie, vous voyez ici c'est un détail, mais donc la pièce est complètement mobile et en fait je n'ai rien, ça s'est imprimé tel quel. D'accord, ok, c'est pas pièce par pièce. Okay. Tout était mobile, donc j'ai rien dû assembler derrière. Et comment est-ce que c'est possible? C'est parce que en fait les pièces, alors je sais pas. Je vais aller vraiment un peu ici. Elles sont emboîtées donc, en fait. Elles sont emboîtées les unes dans les autres, mais même enfermées. C'est-à-dire que c'est inséparable. Il y a un petit trou avec, si vous voulez, c'est des maillons. Un peu comme une chaîne qui sont faits, mais les maillons sont imprimés. Et ça, c'est possible parce qu'on va imprimer couche par couche. Et comme on imprime couche par couche, on peut imprimer un espace où on va faire un trou, et puis un petit peu plus haut, rajouter une couche avec le maillon et séparer ça. On va résumer ça. Grâce à cette technologie, on peut faire des choses qu'on ne sait pas faire autrement, finalement. Résumons, c'est une imprimante 3D. Oui, mais c'est quelque chose que certaines personnes ont du mal à comprendre. Oui, bien sûr, mais il faut penser en 3D, c'est ça. Pour imprimer que ce soit emboîté, mais ça s'imprime par couche et donc c'est possible. Moi, je me rappelle, j'avais imprimé il y a très très longtemps une imprimante entrée de gamme de l'époque, mais qui était à peu près, c'était de l'entrée de gamme à l'époque, mais c'était à peu près au prix auquel tu payais la tienne aujourd'hui. Et on avait imprimé une petite tour, un petit donjon de château. Et moi, je m'amusais beaucoup parce que quand on regardait par la fenêtre du donjon, à l'intérieur, on voyait un truc qui sert à rien. L'escalier en colimaçon à l'intérieur. C'est voilà. Et quand tu vois ça et que tu vois le degré de finition, parce qu'on voyait les briques, etc. C'est assez impressionnant de précision, effectivement. C'est plutôt rigolo pour fabriquer des trucs des fois utiles, des fois moins utiles, puis voilà, pour s'amuser, quoi. Mais alors ça c'est gay aussi, c'est le logiciel hein, qui est fourni, Prusa Slicer, est un logiciel qui est fait pour ton imprimante, il est paramétré par défaut pour ton imprimante, sachant que Prusa fait différents modèles, hein, il y a des imprimantes qui sont plus petites de différentes tailles, etc. Donc tu vas paramétrer quelle imprimante tu as et tous ces paramètres sont prédéfinis. Tu n'as plus qu'à dire avec quel matériau tu as l'habitude de travailler. Donc il y a toute une liste qui est déjà enregistrée avec différentes marques. Par exemple, moi ici j'ai de l'ABS de MakerBot, qui est une autre marque d'imprimante. D'accord. Voilà, ça c'est de l'ABS. C'est fourni. On reçoit un peu de PLA aussi. Mais donc tu sélectionnes tout ça et ça va s'adapter. Alors il y a quand même des choses qui sont intéressantes, c'est les évolutions aussi, puisque je l'ai dit, ici, comment est-ce que tu fais? Quand tu vas imprimer dans ton slicer, tu génères un fichier G-code que tu enregistres sur ton ordinateur, et puis tu le mets sur ta carte SD. Tu prends ta carte SD, tu la mets dans ton imprimante, et puis tu peux parcourir sur l'écran LCD le contenu de la carte et dire, voilà, j'imprime ça. Mais il y a beaucoup d'évolutions qui sont possibles, puisque on peut, par exemple... Alors, le sujet qui fera, enfin ça c'est un élément qui fera l'objet d'un hors-série spécifique dédié, c'est Octoprint. Octoprint, c'est un serveur d'impression qui va vous permettre beaucoup de choses, mais notamment de gérer les impressions à distance. Donc pour le moment, comme je l'ai dit, si vous imprimez, vous devez prendre la petite carte SD, la mettre sur votre ordinateur, exporter, etc., et puis remettre dans l'imprimante. L'ordinateur n'est pas branché comme une imprimante texte classique. C'est un serveur d'impression. Donc c'est basé sur un Raspberry. On va y revenir. Hein, mais donc vous allez pouvoir envoyer dans une interface web votre fichier et exporter directement votre fichier pour lancer l'impression. Et on peut aller plus loin puisque le logiciel Prusa Slicer
fournisseur permet d'exporter directement vers Octoprint pour ne même pas devoir enregistrer au préalable sur son ordinateur. Donc ça, c'est un des premiers points. Je disais justement, Xavier, l'imprimante telle qu'elle, elle n'est pas branchée comme une imprimante classique en USB sur ton ordinateur. Elle est totalement indépendante, elle est liée à rien, elle a juste un lecteur de carte SD. C'est complètement autonome, donc vous n'avez pas besoin qu'elle soit à proximité de votre ordinateur spécialement. Si vous avez le courage de faire des escaliers, par exemple, pour aller mettre la petite carte SD après. Alors, la question, voilà, le complément pour être sûr que j'ai bien compris, que tout le monde ait bien compris, si tu utilises donc cette solution de serveur d'impression, tu la connectes à l'imprimante de quelle manière à ce moment-là? Il y a un port USB. Il y a un câble USB, donc tu peux brancher ton imprimante en USB à ton ordinateur, mais c'est pas du tout obligatoire. C'est ça, ok. Donc il y a quand même cette possibilité. C'est utile, par exemple, pour faire les mises à jour, puisqu'il y a un firmware qu'on peut mettre à jour dans l'imprimante. Okay. Mais alors, en termes de petites améliorations et les premières impressions que j'ai fait aussi, on va le voir sur les photos, j'ai imprimé un guide pour le fil, puisque en fait, j'ai raté une impression qui était, pas de bol, c'était une assez grande impression. On va la voir en vidéo, d'ailleurs, j'ai fait une petite animation grâce à Octoprint. En fait, ce que j'ai eu, c'est que on a les bobines de fil et je vais essayer de montrer. Donc le fil est placé au-dessus de l'imprimante et il va se déplacer de gauche à droite. Oui. Mais j'ai à un moment mon fil qui est sorti de la bobine. Et qui s'est enroulé autour d'un support. Et au bout d'un moment, ça a créé des nœuds. Et donc, il y avait trop de tension. Le fil n'était plus libre. Et ça a fait foirer mon impression. Ouais. Donc, je me suis renseigné. Qu'est-ce que j'ai vu? Donc, sur des sites comme... On a parlé du site de Prusa, mais il y a aussi Thingiverse, qui est une bibliothèque avec des milliers d'objets et de fichiers STL qu'on va pouvoir télécharger. Donc, Thingiverse en mettra le lien aussi. Le petit bitonio Ikea qui est cassé ou qui n'était pas dans la boîte, vous pouvez l'imprimer. Voilà. Non, mais c'est exactement ça. Tu n'imagines pas la quantité d'objets qu'on trouve sur cette base de données d'objets qu'on peut imprimer. Et donc, j'ai tapé Prusa i3, j'ai regardé un peu les différentes améliorations possibles. Il y en a 2 que j'ai faites et que je vous recommande vraiment fortement. Ce sont des guides justement pour ces fils, pour éviter que le fil ne sorte de la bobine, en tout cas sorte de l'axe qu'il doit suivre. Ça prend, je crois que ça prend une heure ou deux pour imprimer les 2 pièces, et donc plus aucun souci de pluie. Et j'ai fait des centaines d'impressions en quelques semaines. Et alors, on parlait du bruit. Donc les petits patins anti-vibration qui sont fournis avec ne sont pas optimaux. Moi j'ai mis ça sur une pièce, sur une petite table, mais qui elle-même n'est pas tout à fait stable, et donc j'ai pu réduire très fortement le bruit grâce à des petits patins qui sont en forme de triangle. Enfin, je veux dire, c'est plus ou moins un triangle, mais qui est très très fin. Et donc comme il est très fin, il est très flexible et il atténue fortement les vibrations. Donc j'ai imprimé 4 petits patins comme ça que j'ai mis sous l'imprimante. C'est adapté parfaitement à cette imprimante. Ça réduit très fortement l'impression. Donc voilà. Peut-être que les premières choses que vous pouvez imprimer, ce sont ces 2 objets-là. C'est vraiment très utile. Qui vont rendre le truc un peu plus confortable, un peu plus agréable à utiliser aussi, parce que le bruit, c'est toujours un truc un peu embêtant, il faut le reconnaître. Je ne sais pas si Aurélien avait des questions encore à poser, parce qu'il est toujours très, très studieux. Très studieux, non, je me culture. Mais c'est super intéressant. Il y a une offre très importante en ce moment. J'ai regardé un petit peu en préparant le hors-série. Il y a une offre qui est vraiment grande, et c'est difficile de savoir entre imprimante cartésienne, imprimante Delta. Enfin, il y a plein de fabricants, plein de tarifs. Il y a plein de méthodes très aussi, différentes. De méthodes. Alors, et moi, je c'est pense clair que si tu veux faire du prototypage. Du prototypage de produits, par exemple, tout ça, cette imprimante, elle est parfaite. Tu vas pouvoir faire des petits objets. Tu peux. Alors, un autre point, j'en ai pas parlé, mais
je vais saluer Heliox, qui est une chaîne, c'est une youtubeuse. Oui, j'en parlais là tantôt, Xavier, si tu m'avais écouté. Pardon ? J'en ai parlé là tantôt d'Heliox. Oui, ben voilà, elle est hyper connue dans le milieu. Et j'ai suivi un de ses tutos sur le logiciel Fusion 360. Ah oui. Fusion 360, c'est un logiciel de Autodesk qui permet de faire du design 3D et d'exporter en direct sur un fichier STL. Et donc, après un premier tuto qu'elle a fait qui est vraiment super bien fait, je dois dire, cette fille est super calée, elle parle de manière très claire, elle exprime elle exprime beaucoup mieux que moi ses tutos. Et donc, elle a fait un petit tutoriel sur Fusion 360 qui est très bien fait. Et après avoir suivi ce tuto qui durait que quelques minutes, j'ai pu faire ma première pièce moi-même avec une certaine satisfaction parce que c'est une chose d'imprimer ce que les autres ont fait. Mais quand vous pouvez créer de toute pièce un objet et l'imprimer et qu'en plus c'est utile pour vous, c'est quand même une certaine satisfaction. Donc moi j'ai fait, on va le voir, hein, j'avais une petite porte où le loquet de fermeture était cassé, mais j'ai imprimé cette pièce, je l'ai designée sur Fusion 360 et c'est juste génial, quoi. Se dire qu'on peut faire ça, mais bon, j'ai fait d'autres pièces utiles, hein. J'avais un interrupteur dont la face avant a été perdue suite au fait qu'on a repeint la pièce et l'ouvrier a paumé ce petit interrupteur. J'ai cherché sur Thingiverse, j'ai introduit la marque du truc, j'ai cherché, hop, j'ai trouvé la face, je l'ai imprimé, 1 heure après c'était corrigé, quoi. Donc c'est incroyable tout ce qu'on peut faire avec ça. Alors, c'est pas juste ne faites pas chez vous l'inventaire de tout ce qui est cassé à remplacer. Ouais, mais on se prend vite au jeu, tu sais. Mais j'imagine, franchement, j'imagine, parce que parmi les illustrations que tu as partagées, il y a également un support pour les brosses à dents. Il y a un support à savon aussi, si je dis pas de bêtises. On peut imaginer tout des trucs qu'on n'achèterait pas probablement si c'était dans le commerce. Et puis là, on se dit tiens, finalement, c'est un peu de plastique, c'est un peu de technique et ça va être vite fait et ça va régler le problème. Moi, j'avais vu quelqu'un qui avait fait un support pour les accessoires de son aspirateur, pour pas le citer, de marque Dyson, parce que chez Dyson, ils n'avaient pas prévu un accessoire pour suspendre de la manière dont lui il voulait que ce soit suspendu. Il l'a modélisé en partie, puis il s'est rendu compte que quelqu'un avait rencontré exactement le même problème et l'avait déjà fait. Voilà, on est rarement seul à avoir une bonne idée dans ces cas-là, il y en a avoir un usage, et donc c'est l'occasion de retrouver comme ça des fichiers qui sont partagés par la communauté. C'est ça aussi qui est sympa, et c'est aussi, vous renvoyez aussi l'ascenseur de temps en temps, si vous avez des qualités de dessinateur industriel ou de modélisateur, de partager avec d'autres vos compétences. Ça a l'air de rien, mais le petit truc de loquet dont tu parlais, si ça se trouve, ça peut dépanner quelqu'un. Oui, tout à fait. Aurélien, toi, tu l'utilises plus, l'impression, pour des raisons professionnelles, hein, c'est ce que tu nous expliquais. Ça a vraiment fait au niveau industriel et au niveau développement, ça avait vraiment fait avancer les choses, l'imprimante 3D ? Oui, alors oui, parce que maintenant, il y a réellement dans des produits qu'on développe, les pièces qui n'ont pas de contraintes esthétiques, on peut maintenant très facilement les faire imprimer sur des imprimantes qui n'ont rien à voir avec celles dont on vient de parler. Mais ça nous fait, au début du produit, lorsqu'on n'a pas des volumes très importants, ça nous permet d'avoir des coûts de pièces très bas avec des volumes de quelques dizaines, centaines de pièces. Moi, là, j'ai au moins, je pense à 2 produits où on a des séries de 100 et 500 pièces, où on est encore en 3D parce que dès que vous voulez passer à des plus grandes séries, on parle d'injection plastique. Il y a injection plastique dit moule, et un moule, c'est tout de suite plusieurs milliers, voire 10 000 euros à concevoir. Donc c'est tout de suite plus
Okay. Parce qu'avant, ce qu'on faisait, c'est qu'on faisait le plan, et puis on donnait le plan j'imagine, à un artisan ou pour ce qui est de métallique, je sais pas, un chaudronnier, un ajusteur ou un tourneur, etc., qui fabriquait le modèle de pièces. J'imagine que c'était ça la méthode la plus courante. Donc un temps à passer, un coût également, on imagine, un coût horaire, qui voilà, tout était beaucoup plus lent à ce moment-là. Depuis la 3D, ça a bien évolué. Tu voulais rajouter un truc, Xavier? Oui, il faut savoir que j'ai vu des tutos pour, grâce à l'impression 3D, créer des moules pour des petites séries. Donc, il y a moyen de construire soi-même des moules pour des petites séries grâce à l'impression 3D. Donc, l'idée, c'est que vous allez effectivement imprimer des pièces. Après ça, on va les remouler grâce à un autre matériau. Et puis, par-dessus, on va créer le moule grâce à ça. Donc, on est capable maintenant, grâce aux imprimantes 3D, d'imprimer des imprimantes 3D, mais de faire aussi des moules pour des petites séries et du prototypage. Donc, le prototypage, moi, on a utilisé ça aussi dans ma société. On a fabriqué parfois des petites pièces qui nous auraient été impayables si on avait dû justement les faire industrialiser, parce que créer une pièce, maintenant, si on parle d'un moule à injection pour une pièce qui est vraiment pas très, très complexe, on est très vite à des 3 000, 6 000 euros, mais très, très vite. Hein. On a des moules qui atteignent facilement des 15, 20 000 euros pour des pièces qui font 10 cm3, quoi. Hein. Donc, Donc ça a amélioré quand même pas mal de choses à ce niveau-là, je disais, du temps, des ressources qui sont mieux exploitées du coup, pour arriver à des résultats intéressants. Donc ça te sort aussi du cadre personnel, c'est le cadre professionnel. Donc chez les technos, on est toujours un peu entre les deux quand on parle de ce genre d'outils. Je pense qu'on a bien fait le tour de cette imprimante. Il y aura d'autres hors-série, tu le disais, par rapport à ce qu'il est possible de faire en marge de cet outil-là. J'imagine tu vas aussi nous montrer 2-3 petits trucs que tu vas nous fabriquer dans les mois, les semaines qui viennent. Tu as du temps de toute façon. Oui, voilà. Donc il y a d'office, on va faire un hors-série sur Octoprint, parce que pour moi, quelle que soit votre imprimante, c'est juste incontournable. Okay. Et alors, j'avais parlé de deux, trois recommandations d'impression. Donc il y a le guide pour le filament, le support anti-vibration. Moi, je dirais, j'ai vu aussi la possibilité de brancher son imprimante à une prise connectée pour pouvoir l'allumer et l'éteindre à distance, ce qui est quand même assez pratique, parce que comme l'impression dure parfois des heures, on va pas toujours rester juste à côté pour l'allumer ou l'éteindre. Et alors, un des projets que j'aurais aussi, c'est de faire un projet qui a été recommandé par Prusa, qui se sert justement de petites tables Ikea qui coûtent $5, je crois, ou $6, et qui est justement, ils appellent ça la Prusa Ikea Lac Enclosure. Lac, c'est le nom de la table. C'est cette mini table de salon que tout le monde connaît, et qui coûte 5 €. Et en gros, ils ont fait un cabinet pour limiter le bruit et les vapeurs de l'impression. Un hack sur un meuble Ikea, ça arrive souvent. Oui. Ok, parfait. On a été long sur ce hors-série, il faut bien le dire. Il y avait beaucoup de choses à dire. Mais il y a tellement à en dire que c'est passionnant. Honnêtement, c'est passionnant. Merci à toi, Xavier. Merci également Aurélien d'avoir apporté sa petite pierre à l'édifice avec ses questions pertinente, je vais y arriver, et son expérience aussi. Merci d'avoir écouté ce hors-série un peu exceptionnel, il faut bien le dire, parce qu'on n'en fait plus beaucoup des hors-séries avec les technos, mais c'était l'occasion rêvée. Merci à tous les deux, à très bientôt, salut.